Deuxième micro. Donc je recommence. Merci et bonsoir à tout le monde et merci d'être présent à ce conseil communautaire de sciences publiques ici à Saint-Puy. Et merci à Michel de nous accueillir dans cette magnifique salle des sports. Je pense qu'on y fait beaucoup de basket, non? Sûrement, il y a autre chose aussi. Mais bon, merci Michel de nous accueillir. Alors, je crois qu'on va pouvoir tenir notre séance puisque notre sauveur Christian est arrivé. Je pense qu'on est suffisamment, mais pour ça, je vais quand même faire l'appel. Alors, Sandrine Rodolphe Dezan, Marie-Thérèse Lano, a donné procuration à Michel Novarini. Frédéric Brossard est excusé. Et putain, même le quorum qui va augmenter, Gérard arrive. Jean-François Rousse, il est présent. Philippe Dufour, Philippe Brett, Michel Labatute, Christian Tourmont, Nicolas Méliet est excusé. Raymond Debarthe, Jean Rodriguez, Nicolas Labeyrie est excusé. Barrère Étienne, excusé. Daniel Belot, pas de Daniel. Gérard Bézara vient d'arriver, donc il est là. Pardon. Philippe Boyer, Annie Desnaux est excusé. Patrick Dubos, pas de nouvelles. Guy Noël Dufour, il est présent. Pierre Dulon m'a donné procuration à moi-même. Patricia Spéron. Pascal Faury a donné procuration à Charles Labatute. Xavier Fernandez, il est là. Denis Gaube aussi. Charles Labatute aussi. Martine Laborde a donné procuration à Jean Rodriguez. Bernard Marseillan, non. Bon, pour le moment, il n'est pas là. Sophie Pujols est représentée par M. Gérard Barrère, présent. Benoît, au prêtre de la jeunesse, est présent. Jean-Paul Beyry, ok. Gisèle Bémouret. Béatrice Brette Garcia est excusée. Maxime Castellon, il est là. Hélène Delpech a donné procuration à Jean-François Rousse. Isabelle Dufault est excusée. Charlotte Fernandez, pas de nouvelles. Patrick Jacosa, il est là. Cécile Laurent, aussi. Françoise Martinez. Joris Maillard-Planté a donné procuration à Françoise Martinez. Christiane Mondenciaille, elle est présente. Gilles Moureau a donné procuration à Patrick Jacosa. Michel de Marigny, il est là. Aline Perrotto est excusée. Lionel Piton, pas. Marie-Dominique Ramon a donné procuration à Maxime Castelnau. Et Nathalie Ratin a donné procuration à Sandrine Rodolphe Dezan. Et Khadija Talaoui, pas là. Bon, si on fait le compte, on est... Pardon, Cécile. Brossard. Et on ne l'a pas, apparemment. Moi, je n'ai eu que ses excuses. Elle ne m'a pas dit qu'elle faisait passer une procuration. On va vérifier. Bon, sinon, nous sommes 27, c'est ça? Qui c'est qui a compté? 25? Avec Gérard aussi? On n'est pas 26 avec Gérard? Bézoram, qui vient d'arriver? Je crois que si. Donc on peut... Oui. Je me suis compté là. Là, je compte. Bon, on peut valablement délibérer puisque le quorum est atteint. On vérifie la procuration que normalement tu as envoyée, mais que Frédéric aurait envoyée. Moi, elle m'a dit qu'elle ne serait pas là, c'est tout, qu'elle s'excusait. Pas parler de proc. Bon, alors, il nous faut désigner un secrétaire de séance pour travailler peut-être pendant les fêtes. Cécile, on est d'accord pour Cécile Laurent, secrétaire? Ok. Alors, exposé 00, la communication et des décisions prises par le président par délégation.
Premier arrêté ou décision plutôt, en date du 12 novembre, c'est les travaux de l'entreprise Enedis par rapport au raccordement du réseau public au réseau électricité au centre Salvandi. C'est le transfo qui est du côté nord, qui est déjà protégé par une grille, pour un montant de 48 566 €. Hors taxe toujours. Hein. Marché public, avec ordre de service. En date du 25-10, les éco-défis. La Chambre des métiers et l'artisanat du Gers, c'est un devis au maximum de 1 500 € et il n'y a pas de TVA dessus. En date du 29-10, les travaux électriques de la Laye de Montréal du Gers pour un montant de 1 749 €. Le 4-11, travaux de rénovation à la suite d'un incendie, aire d'accueil du gens des voyages, un devis de l'entreprise de Saint-Araille Bâtiment pour un montant de 27 810 €. Le 8-11, prolongation des LEOS pour la signalétique VTT et randonnée pédestre, création de fonds cartographiques à la SARL Intertrace pour 4 200 €. Le 8 novembre, signalétique VTT et randonnée pédestre dans la création du fonds cartographique, toujours à la même entreprise, pour 820 €. Le 13-11, raccordement électrique du 8 rue Cadéo à Condon au centre Salvandi par l'entreprise Enedis. C'est le transformateur que je vous ai parlé tout à l'heure pour 48 566 €. En date du 18-11, diagnostic thermique 1 rue des Cordeliers à Condon pour 208 €. Le 19-11, assistance dans l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du centre Salvandi, un devis Arcames Avocat pour 3 000 €. En date du 3-12, assistance dans l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, toujours pour la réhabilitation du centre Salvandi, honoraires complémentaires pour 1 000 € aux mêmes avocats. Le 9-12, accord cadre de travaux, marché, programme de voirie 2024, 2025, 2026. La reconduction dans cet accord cadre à la STPAG, à la SAS Béné, à l'entreprise Feires Patrick, à l'entreprise TBM et à l'entreprise Danet Travaux, avec actualisation du BPU pour toutes les entreprises. Marché public, il n'y en a pas. Contrat et convention, une convention de mise à disposition de locaux de l'entreprise ETC SARL, située donc 14 rue Jean Jaurès, la base de vie du chantier Salvandi. On en avait déjà parlé, mais ça c'est à titre gratuit. Convention avec l'association Audit des aptitudes de comportement relative à la location de l'espace coworking, le silo, donc avec des tarifs selon les tarifs en vigueur. La convention avec le CIBC Ouest Occitanie relative à la location de l'espace coworking selon les tarifs en vigueur. Une convention de regroupement de commandes, de commandes pour le marché assurance entre la commune de Condon, le CCAS, le CIAS et la CCT. Coût, publicité, AMO, temps d'agents en fonction du nombre de lots. Une autre convention de la même démarche, groupement de commandes pour le marché de conduite, entretien et dépannage des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de climatisation entre la commune de Condon, le CIAS et le CCT. Et dans les deux groupements, c'est la commune de Condon qui est coordonnateur. Là, c'est pareil, coût, publicité, temps d'agent, 70%, c'est tout à fait pareil. 70% supporté par la commune, 20% supporté par le CIS et 10% par la CCT. Voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Pas de questions là-dessus? Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 1. Le contrat local de santé, CLS, entre l'Agence régionale de santé et la commune de Condon de la Ténarèze. Bon, on vous a présenté ça en plénière l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. La communauté de communes de la Ténarèze.
Donc, on vous a expliqué ça l'autre jour en plénière dans les détails. Juste vous rappeler quelques précisions. Il convient de décider de la mise en place d'un CLS entre l'Agence régionale de santé et la communauté de communes de la Ténaraise, qui fera l'objet d'une contractualisation entre ces derniers. Et en deuxième temps, la communauté de communes confiera au CIAS de la Ténaraise l'élaboration, le pilotage et le suivi du déploiement de ce dernier, décidément. Avec un cadre réglementaire de référence, dans le domaine de la santé publique, le comité interministériel des villes affirme en 2008 de faire de la santé une des thématiques prioritaires de la politique de la ville. En juillet 2009, un an après, la promulgation de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire a défini les contours de l'action publique et a mené pour une évolution du système dédié à la prise en compte de la santé publique dans sa globalité. Elle définit une nouvelle organisation sanitaire et médico-sociale qui vise à mettre en place une offre de soins graduée de qualité, accessible à tous et satisfaisant à l'ensemble des besoins de santé. Donc ça se décompose en 4 titres. La modernisation des équipements publics de santé, l'amélioration de l'accès aux soins pour l'ensemble du territoire, la prévention et la santé publique, l'organisation territoriale du système de santé, dont la création des ARS, politique régionale de santé, système d'information. Le contrat global de santé, je résume un peu, puisqu'on a vu tout ça l'autre jour. Exposé maintenant par le CLS, s'inscrit dans la politique nationale de santé publique et dans le cadre de la stratégie régionale de santé portée par l'ARS. Il a pour ambition de renforcer la coordination des actions locales de santé et améliorer la cohésion entre les acteurs du territoire afin de répondre au mieux aux besoins des habitants en matière de prévention, de soins et d'accompagnement. Autrement dit, le bien-être des populations. Le CLS sera un instrument de gouvernance et est un instrument de gouvernance, un pilotage politique et technique d'animation et de coordination entre les partenaires et parties prenantes qui s'appuie sur une démarche partenariale élargie dans laquelle tous les acteurs sont potentiellement concernés. Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans la zone caractéristique par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Voilà, pour mettre tout ça en place, l'ARS assure un appui technique et méthodologique ainsi que les services départementaux concernés, notamment ceux de la direction de l'action sociale territoriale, pour mener à bien cette mission. Et pour ce faire, il y a un accompagnement financier de l'ARS Occitanie qui soutient le recrutement d'un coordonnateur du CLS à part égale avec la collectivité locale. Et il y a un plafond, un maximum de 30 000 €. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur ce CLS? Est-ce que vous avez toutes les infos qu'on a pu voir il y a 8 jours déjà, avec toutes les explications? Micro, s'il te plaît. Oui, c'était pour savoir la durée de cette période, enfin la durée de ce contrat-là. Alors, le projet régional de santé 2023-2028. Bon, il est déjà un peu commencé, on le prend en cours de route un peu, mais jusqu'en 2028. Pardon? Donc c'est 30 000 € pendant 4 ans. Non, je pense pas. Qu'une fois? Quand tu auras, je sais pas, hein, je pense pas que ce soit 4 fois. Mais c'est tout Valérie. Non, marche pas. Ça devrait aller. Et là? Oui. Donc là, je baisse d'un ton. Les 30 000 €, c'est annuel et ça dure le temps de la contractualisation.
Donc normalement, la contractualisation devrait se faire au moins jusqu'en 2028, c'est-à-dire que ça vient se caler avec le projet régional de santé ou le schéma territorial de santé qui est de 2020, qui était de 2023 à 2028. Et comme on prend en cours, normalement, ça devrait aller au moins jusqu'à 2028, puisque un nouveau schéma, d'ailleurs, est en cours de préparation pour aller de 2028, je pense, jusqu'à 2032 ou 2033. Donc le but, c'est d'arriver à se caler avec les supports cadres stratégiques de l'ARS pour nous permettre après de décliner sur le territoire différentes actions en lien avec les différentes thématiques dont M. Boison a fait mention tout à l'heure. Après, le but la dotation sera maintenue si les engagements bilatéraux sont respectés. Dans le cas échéant, le contrat n'est pas mis en œuvre ou on ne respecte pas les orientations de l'ARS, forcément, ces crédits-là sont perdus. Pour nous, il commencera au 1er janvier 2025, c'est ça? Une fois que la délibération va être envoyée à l'ARS, on va rentrer dans la phase préparatoire et le contrat, il va y avoir un premier contrat qui va être signé, c'est une préfiguration de contrat qui sera fait une fois que le profil, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le profil de santé du territoire sera réalisé par l'Observatoire régional de santé. C'est-à-dire qu'ils vont faire une cartographie, en tout cas nous dresser un profil du territoire avec des thématiques précises. En fonction de ce qui sera dégagé de ce premier profil de territoire, on pourra définir des axes de travail qui seront inclus dans le contrat. Une première préfiguration, et une fois qu'on aura avancé dans le travail, vous aurez le contrat final qui sera signé par la collectivité. Il y a plusieurs étapes en fait. De toute façon, il sera signé dès que l'on aura pris, qu'on aura approuvé notre délibération. Le contrat final, au mieux, fin 2025, début 2026. Avez-vous d'autres questions sur ce contrat local qui, je pense, est quelque chose d'important au niveau de la santé? On est tous concernés par ce biais-là. Il faut préciser quand même peut-être, M. Boison, que c'est la santé dans sa globalité. Ça veut dire qu'on va, j'évoquais cela, on va parler notamment du logement ou de l'habitat. Lorsqu'on parle d'habitat indigne, on parle forcément de la condition de santé des personnes qui y vivent, donc des habitants. On peut aussi parler de la qualité de l'eau sur le territoire. C'est aussi parler, par exemple, du taux d'IVG sur le territoire, qui est quand même, qui paraît important en comparaison avec d'autres données et d'autres indicateurs. Voilà, c'est beaucoup de choses qui ont attrait avec les conditions de vie au sens large des habitants sur votre territoire. Donc ça part des enfants jusqu'aux personnes qui sont avancées en âge, mais avec plusieurs données. Donc les maladies cardiovasculaires, l'augmentation des maladies avec tumeurs, etc. Pas d'autres remarques là-dessus? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour CLS. L'exposé numéro 2. Pactes territoriaux du service public de rénovation de l'habitat. Alors, à compter du 1er janvier 2025, c'est bientôt, le guichet Rénov' Occitanie du Gers ne disposera plus des financements de la région nécessaires à son fonctionnement. Donc, ce guichet Rénov' est un service à destination des propriétaires occupants, bailleurs et syndics de copropriété pour les accompagner dans leurs projets de rénovation des logements. Sur le territoire de la Ténarèze, le GROG, ça s'appelle ça, hein, ce que je viens de vous parler, intervient en complément du service logement, notamment pour les demandeurs non éligibles au dispositif de l'OPA communautaire ou de l'OPA RU. Important ça. Hein.
Et donc, je vous propose de prendre une décision de principe favorable à la contractualisation du pacte territorial de services publics de rénovation de l'habitat, sous réserve du maintien du premier accueil du public par le service logement de la communauté de communes de la Ténaraise. Et sans coût, tout ça, c'est estimé, à ce jour, c'est estimé à 4 186 € par an pour les volets 1 et 2 qui feront l'objet d'une délibération ultérieure préalablement à la contractualisation. Ça a été vu en commission des finances le 9 décembre qui a donné un avis favorable. Donc, et tous les départements sont demandeurs de ce truc-là. Il n'y a pas que nous. Tous les départements sont dans la même configuration. Alors, vous avez derrière la nouvelle contractualisation du service public. Olivier, tu peux le faire défiler peut-être. Ça y est, vous avez tous pris connaissance de tout ça. C'est un peu épais, je l'avoue. Avez-vous des questions là-dessus? Christian, le micro, s'il te plaît. Oui, moi je voudrais une fois de plus intervenir parce que bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est encore une fois, les collectivités et notamment les communes sont exclues de ce genre d'opération. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand même, il va rester que comme moyen ou dans beaucoup d'endroits pour rénover du bâtiment, vu les conditions aujourd'hui très draconiennes pour les mettre en conformité. Nous, dans nos petites communes, les bailleurs sociaux, ils ne vont pas venir. Donc il ne reste que les communes et nous, on n'a droit à rien. Donc une fois de plus, je veux dire, on voit service public en titre, mais ça ne va pas servir au niveau, alors aux particuliers très bien, mais aux communes, nous, on va être encore laissés de côté. Il va falloir se débrouiller pour pouvoir financer des logements dans nos communes. Alors je trouve que c'est quand même voilà, un petit peu qu'on ait des moyens pour les politiques de l'habitat pour le privé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais qu'on exclut les collectivités, notamment les petites communes, je trouve ça un petit peu... voilà, c'est juste la réflexion. Hein. On prend toujours des mesures, mais nous, on n'y rentre jamais dedans. Le GROG, il n'est pas dépositaire de la politique nationale de l'ANA en matière d'aide aux communes. Le GROG, c'est un service qui aide les gens qui, en gros, c'est soit le tout venant et il nous les renvoie sur l'OPA, soit des gens qui ne sont pas éligibles à l'OPA et qu'on renvoie vers le GROG. Mais c'est pas lui qui est dépositaire qui met pas là. Lui c'est qu'un service qui est porté par la DIL et la CAUE qui aide les usagers. Mais en fait, c'est pas lui, quand vous votez une partie de son financement parce que la région ne le met plus, c'est pas lui qui va décider est-ce qu'on va aller pour aider les communes ou pas. Lui, il est juste là pour c'est un guichet d'information et de suivi. Hein, J'ai bien compris, mais chaque fois qu'on prend des décisions pour l'habitat, ce que je signale quand même, c'est que chaque fois, les collectivités, elles ne sont pas prises en compte. Voilà, et dans nos territoires, à mon avis, si les collectivités ne suppléent pas les particuliers qui n'auront pas les moyens de rénover de l'habitat pour le mettre en location, on ne pourra pas accueillir de nouvelles populations, puisque j'en reviens toujours à ma marotte, avec les ZAN, on n'aura plus de zones constructibles. Donc, si on veut avoir des habitants, il faudra faire des logements. Et donc, les logements seront très peu aidés pour les collectivités. C'est surtout ça que je voulais faire remonter. Ce n'est pas le fait que j'ai très bien compris cette mise en place, mais ça va être compliqué, je le répète, dans nos territoires ruraux pour que les gens ils rénovent de l'habitat pour le mettre en location. Voilà. Donc, c'est juste pour ça. C'est juste une remarque. Mais une bonne remarque, Christian. Remarque positive. Avez-vous d'autres questions sur ces pactes territoriaux? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 3. La redevance d'assainissement non collectif. Bon, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle, tout ça. Aujourd'hui, nous avons trouvé donc avec qui travailler pour la redevance d'assainissement collectif. C'est le SIAP de Condon Cossens, avec qui nous avons donc les nouveaux tarifs qui nous ont été communiqués. Donc vous les avez là.
Est-ce que je peux redire peut-être ce que j'ai dit l'autre fois en plénière, un peu d'historique. Ces redevances ont été mises en place en 2006 et nous avions pris comme montant 80 € sur une période de 4 ans. Si on le ramène à l'année, ça fait 20 € par an. En 2011, étant donné que c'est un budget annexe, le SPANC, on avait fait rentrer de la trésorerie qui ne nous avait pas plus servi que ça, donc il y avait beaucoup de trésorerie. Nous avons décidé une première fois une baisse en 2011. On l'a fait passer à 56,50. C'était toujours la même courbe. En 2018, nous avons décidé de le baisser à 30 € et une période de 6 ans. Aujourd'hui, la proposition qui vous est faite, c'est de le ramener à une période de 10 ans, mais avec 250 € sur les 10 ans. Donc vous voyez que depuis 2006, on n'est pas si loin que ça du départ, puisqu'on était à 20 € par an, et là, on propose 25. 2006, 2025, ça fait 19 ans, presque 20. On a bénéficié d'une baisse artificielle, hein, je reconnais, c'est peut-être une erreur que l'on a pu faire à un moment donné. Et aujourd'hui, il faut rattraper un peu le temps perdu. Et nous n'avons pas trop le choix du choix de l'entreprise qui fera ce travail-là, puisque nous avons eu, vous le savez, après moult refus et pas de réponse au marché public, heureusement que le SIAP a pu répondre. Et voilà, donc nous avons envoyé au SIAP un courrier pour savoir si on pouvait cette charge la mettre annuelle, la lisser sur 10 ans, c'est-à-dire appeler 25 € tous les ans. Je sais que c'est passé mercredi, quand? Mardi. Je regarde les gens du SIAP. Jean-François, non? C'était hier même? Non. Oui, mardi. Mardi, et que c'est en train de se discuter, ça a été proposé. Claude Claverie regarde s'il peut le faire. Voilà. Donc ça, on ne sait pas encore si ça sera un appel 250 ou 10 fois 25. C'est un cours. C'est bon ça, Jean du SIAP? Donc, avez-vous des questions là-dessus? Michel. Oui, et il est bien entendu que les avis sur CU sont à la charge du demandeur et non de la commune. Tout à fait. D'autres remarques? Jean, le micro, s'il vous plaît. Moi, je serais personnellement pour rester sur 250 € et pas 25 € par an. Non lycée. Bon, je pense que ça va peut-être amener quelques soucis. Un locataire qui, on lui va lui demander aujourd'hui, en début d'année, 250 €. Ah si, c'est la charge du locataire, ça. Si ça va dans un an, l'écriture va être encore plus compliquée, je pense, parce qu'il va falloir lui rembourser les 9 ou 8 ans qu'il n'aura pas utilisés. Enfin, moi je pense que si on demande ça, je ne sais pas, bon, eux, ils l'avaient peut-être prévu comme ça aussi, mais bon. Et non. Le premier contrôle est au propriétaire, mais le premier contrôle il a eu lieu en 2005 ou 2006. Quoi. Donc après les contrôles suivants, c'est bien au locataire. On les regardera. Enfin, peu importe, moi je dis, bon, je trouve que c'est mieux que ce soit 250 € une fois, parce que comme ça au moins les gens ils savent qu'ils ont été contrôlés et donc ils payent 250 € quand ils sont contrôlés. Il fut un temps. Christian. Non, moi je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors en plénière, donc je ne sais pas si techniquement, administrativement, ça sera possible à faire par le syndicat. Mais bon, on reprend l'exemple quelqu'un qui l'avait donné, un retraité agricole qui va avoir 250 € à sortir
parce qu'il va avoir eu le contrôle sur une retraite qui ne fait pas 900 €, je crois que ça va faire mal que si c'est chaque fois qu'il reçoit la facture de l'eau qu'il a 25 €, ça sera plus facile à avaler que 250 € d'un seul jet. Parce que ce mois-là, ça dépend quand c'est que tombe la facture, mais bon, il y a souvent beaucoup de choses à payer. Donc moi, je trouve que ça fait beaucoup pour des gens qui sont à la retraite et qui ont des petites retraites, quoi. Pour celui qui travaille, et encore que 250 € pour quelqu'un qui est au SMIC, ça va quand même faire quand même chaud. Donc si ça peut être lissé, moi je serais plus favorable. Alors après, techniquement, voilà, voilà, mais moi je serais plus favorable à 25 €. Ça va être moins, ça va être voilà, plus facile que 250 d'une seule fois. Parce que là, on risque d'avoir des gens qui ne pourront pas payer, quoi. Donc, ça risque d'être le problème. Bon, je vous rappelle que dans la délib qu'on doit prendre ce soir, il y a dire qu'une annualisation de la redevance sera étudiée. Donc, ce n'est pas ce qu'on décide ce soir. Ce soir, c'est si on est d'accord sur le montant de la prestation, les montants des prestations différentes. Et on regardera d'étudier ça rapidement. De toute façon, le SIAP s'en est chargé, donc il n'y a pas de souci. Pas d'autres questions sur ces tarifs? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 4, le centre de loisirs aqualudiques avec les tarifs des activités sur site. Vous savez que nous avons sur site des activités entre les cours de baignade par les maîtres nageurs, c'est ça? Nicolas, peut-être, hein? Et qu'on demandait 30 €, mais ça, apparemment, ce n'est pas suffisant. On le monterait à 60 € mensuels pour les activités des diverses activités sur le site. Vous n'avez pas de micro, Nicolas? S'il vous plaît. Il s'agit des cours de yoga qui étaient pratiqués cette année sur le centre aqualudique. D'accord. Là aussi, il y a un avis favorable de la Commission des finances du 9 décembre. Des questions sur ces tarifs? C'est à la marge, ça, hein, je pense un peu. C'est pas, pas de questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 5. L'opération J'apprends à nager, toujours au niveau du centre aqualudique. Alors, c'est une activité pour tous les enfants qui ne savent pas nager. En plus des enfants scolarisés sur la Ténarèze et hors Ténarèze aussi. Donc ça, c'est déjà en place depuis longtemps. Et on vous propose de remettre ça en activité pour ces enfants. Apprendre à nager, c'est important. Yes. Sauf pour les écoles hors Ténarèze où on demande une petite participation, c'est pas ça? Tout à fait. Pour les enfants. Nicolas, mais de mémoire, c'est modique. Je crois que c'était aux alentours de 15 €. C'était pas le prix de la licence, c'est ça, historiquement? Ouais, alors il y a deux petites différences, Président. C'est le J'apprends à nager, ça concerne les enfants du territoire qui s'inscrivent sur des sessions gratuites. Donc il y a 10 séances gratuites qui sont données à 12 enfants par les maîtres nageurs du site. Voilà, donc ça c'est la session J'apprends à nager qui est en partenariat avec la Fédération française de natation. Et la deuxième partie, c'est pour les écoles du territoire et hors territoire, où l'année dernière, on a l'école de l'Art au Mieux qui était venue sur le centre aqualudique, voilà, mais qui est un petit peu différent du J'apprends à nager. Voilà. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Si vous ne savez pas nager, vous pouvez y aller. Des contre, des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 6, conditions pour l'ouverture du centre aqualudique 2025. Bon, à part quelques modifications sur le badgeage, Nicolas, pas grand-chose de modifié. Non, rien d'autre. Ça concernait essentiellement ça, des petites annotations à la marge et le problème du badgeage des personnes qui viennent nager le matin de 11h à midi. Avec une petite modification du règlement intérieur sur les tenues.
principalement. également. Voilà. Il y en a certains qui arrivent avec des tenues qui ne sont pas réglementaires. Des questions? Des contrats? Des abstentions? Je vous remercie. Les tarifs d'entrée et précision pour les abonnements du centre aqualudique pour 2025 aussi. Nicolas, peut-être deux mots? Oui, c'est dans la continuité de la modification du règlement. Donc les tarifs sont identiques à ce qui avait été mis en place l'année précédente. Il y avait une augmentation l'année précédente. Et ensuite, ça concerne toujours le badgeage pour les personnes qui viennent nager de 11h à midi. Voilà, c'est une précision qui est marquée dans la délibération voilà, pour éviter toute ambiguïté par rapport au règlement. Tout ça, ça avait été vu aussi par la commission de finances avec un avis favorable. Pas de questions là-dessus? Oui, j'ai Oui. une question. Xavier. J'avais déjà posé la question en plénière. Je voudrais juste qu'on me précise certains points. Concernant le fonctionnement de centre aqualudique, est-ce qu'on peut avoir le montant des entrées et le nombre d'entrées, les frais de fonctionnement de l'utilisation de centre aqualudique pour l'année, c'est-à-dire avec le déficit chronique? Et ensuite, j'avais posé la question, vous n'avez toujours pas répondu, Monsieur Paul. L'année dernière, vous avez une décision de justice pour toucher 1,2 million. Vous nous avez présenté à Montréal que vous avez touché dans le budget 700 000 euros. Il restait 500 000 euros à toucher. En plénière, je vous ai posé la question où étaient passés les 500 000 euros. Vous m'avez répondu que vous allez toucher 200 000 euros manquants d'ici la fin de l'année. Et ensuite, la troisième question, les 1 million d'euros, ce qui vous avez touché, vous les avez mis sur quelle ligne budgétaire? Je vais répondre sur la deuxième question. Je vais redire ce que j'ai dit pour la séance plénière. On a touché de l'ordre de 1 million et il reste 200 000 à toucher sur l'assurance. Pour le moment, il y a un bout d'étude qui doit être fait pour savoir comment on réaménage le centre de loisirs aqualudiques. Ils sont rentrés en fonds de roulement de la communauté de communes. Donc ils ont financé également d'autres projets, quoi. C'est-à-dire vous en êtes servi pour financer le centre Salmanie et autres. En clair, si je comprends bien, si on doit remonter un dossier pour le centre Salmanie, on n'aura pas le 1,2 million, on sera toujours obligé de faire un financement avec un emprunt. Et si on n'avait pas utilisé, il aurait fallu faire l'emprunt qu'on vous a proposé l'autre jour, il aurait été plus important. Ah oui, mais j'aurais préféré que ce soit ça. Mais pour le moment, je pense qu'on aura gain de cause puisque les prêts, le taux d'emprunt est en train de baisser. Donc peut-être on y gagnera aussi un petit peu là-dessus. Attends 3 mois. C'est ce qui est annoncé. Mais bon, on aura une commission sur ce point-là en début d'année pour travailler sur tous ces points que tu nous as précisés. Monsieur Lacroix, vous m'avez pas répondu. Donc il y a eu 10 225 entrées individuelles en 2024 pour une recette globale sur le centre aqualudique, dont les entrées plus le reste, de 38 024,80 euros. En frais de fonctionnement, on est à combien à l'année? En dépenses de personnel, on est à 120 794,66 avec une diminution de 15 000 euros par rapport à l'année précédente. Et sur les frais de fonctionnement globaux sur le site, on est à 147 443. C'est le déficit, ça. C'est le frais de fonctionnement. Oui, mais si tu as 38 000 euros, 145 000 plus combien alors? 147, vous avez 147 443 de charges générales, vous avez 120 794 de charges de personnel et vous avez une recette de 38 024,80. En arrondi, on est comme l'année dernière, 200 000 euros de perte. C'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, on a perdu 400 000 euros. Il faudra peut-être se poser les bonnes questions sur le fonctionnement du centre Salmanie, comment on l'utilise. Je pense qu'on a essayé de se les poser en baissant les charges de personnel de plus de 15 000 euros. Après, baisser le reste des charges, c'est un peu plus compliqué. Oui, si vous faites un ratio, à mon Monsieur niveau Lacroix, technique, je parle. si vous faites un ratio, Monsieur Lacroix, ça fait 10 ans qu'on est sur ce dossier ou 15 ans.
Si on perd 200 000 euros par an, ça, chez moi, sur 10 ans, ça fait 2 millions. Et sur 15 ans, ça fait 3 millions. Ça veut dire qu'on a un centre collectif tout neuf. Après, je ne connais pas tout le reste. Hein. Je rappelle quand même qu'on est sur un service public, que si tu as la méthode pour équilibrer les comptes, on est preneur. La consommation d'eau, il y en aura toujours de la consommation d'eau, parce que les bassins en ce moment, ils sont vides. Il faut les remplir. Et chaque fois que tombe quelqu'un dedans, c'est le volume de cette personne-là qui fait le camp. Donc plus on a de la consommation d'eau, on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas rentrer, je ne sais pas moi, 10 000 mètres cubes au 1er juin avec les mêmes 10 000 mètres cubes à les vider en septembre. Il y aura bien une consommation d'eau. Aujourd'hui, on a quand même bien, je pense, réduit les pertes, parce qu'il n'y a pas que les pertes des baigneurs, il y avait autre chose. Je pense que là, les services techniques nous ont démontré qu'ils savaient faire des choses et ils ont bien réduit ces pertes-là, qu'on savait pouvoir le passer. Ça, c'est fait. Après, oui, on se pose la question. Bien sûr, il faudrait faire un neuf, tout neuf. Ouais. Oui, mais Maurice, il n'y a pas de souci. Hein. Sauf qu'on perd 200 000 euros sur 3 mois. Mais voilà. On est dans un service public. Oui, dis-moi si tu as j'entends tout. On est tout le temps sur les services publics, mais on perd de l'argent. Mais si tu as la méthode pour en gagner, tu nous l'amènes demain matin. J'ai pas toutes les solutions. On va la prendre. J'ai pas toutes les solutions, mais 200 000 euros sur 3 mois, moi, ça me, voilà, je trouve un peu compliqué. Moi, je sais, si tu me trouves un centre aqualudique qui fait, au moins qui équilibre, on ne parle pas de faire du bénéfice, je pense que là, quand même, si tu le connais, tu nous le dis. On va aller le voir tout de suite. Hein. Jean-François. Oui, moi j'entends ce que dit mon collègue de la Ressingle, mais enfin, on est quand même sur un service public. Je pense qu'il est important sur le territoire d'avoir un bassin aqualudique, si ce n'est au moins pour l'opération Savoir nager. Donc après, je pense qu'il faut se poser effectivement les questions avant une remise en état avec les indemnités d'assurance. Quelle est l'évolution des bassins aqualudiques? Est-ce qu'on reste sur un bassin aqualudique avec la même configuration? Est-ce que ça répond toujours aux besoins de la population et aux pratiques de consommation de loisirs, premièrement? Et deuxièmement, après, on peut aussi, à un moment donné, étudier la possibilité d'une mise à disposition ou d'une délégation de service public à un privé. Et le seul privé qui pourrait être intéressé, c'est le groupe Utopia, c'est Only Camp, à qui nous avons, nous, la commune de Condom, cédé le camping parce que ça rentrait complètement dans le schéma départemental du tourisme, avec du slow tourisme, du tourisme vert, etc. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir des possibilités, mais on l'a évoqué, donc je pense que le président va répondre, mais on a évoqué cette étude. Voilà les questions qu'il faut se poser. Après, on ne peut pas renoncer pour raison de déficit à tous les services publics, malheureusement. Et je crois qu'il est intéressant d'avoir sur le territoire un bassin aqualudique, si ce n'est au moins pour que nos enfants puissent apprendre à nager. Voilà. Merci Jean-François pour ces précisions. Et tout ce que tu viens d'évoquer là, c'est en cours de réflexion, tout ça. Donc je vous dis, en début d'année, on vous amènera des précisions et on fera une commission pour travailler sur ce dossier. Mais oui. Et puis bon, l'été, quand même, je pense que s'il n'y avait pas de centre aqualudique sur Condom, que feraient ces jeunes qui y vont? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui y vont. Où est-ce qu'on les retrouverait? Aux terrasses des cafés? Mais il n'y a pas que les jeunes, non. Il y a aussi les personnes, les touristes, tout ça. Hein. Si on ne leur offre pas ça, quand on nous dit qu'il va faire encore plus chaud l'année prochaine, pour se rafraîchir un peu. Bon, voilà. Mais bon, on va y travailler, t'inquiète pas. On y travaille déjà. C'est juste une précision, c'est pas pour la fermeture, c'est pour travailler différemment. Tout à fait. Bien d'accord. Hein. Tout à fait. Mais bon. Il faudra peut-être, si on travaille différemment, bon, il y aura certainement des choses à faire. Il y aura peut-être une année où ce sera au minimum du service. Peut-être, j'en sais rien. Mais bon, c'est tous ensemble qu'on va trouver la solution. Ne vous inquiétez pas. D'autres remarques là-dessus, sur cet exposé numéro 7? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pardon. Qu'y a-t-il? J'ai oublié un truc?
C'était bien le 7, exposé numéro 7. C'est ça? On est d'accord? Il peut m'arriver de me tromper, vous le savez. Exposé numéro 8. Convention de mise à disposition des services techniques. Ça, c'est par rapport à la demande de certaines communes de faire quelques travaux sur les communes de la Ténarèze. Par exemple, la mise en place des poteaux, panneaux d'adressage. Donc, je pense qu'il y a quelques communes qui ont demandé. Donc, vous avez une convention qui vous est à votre disposition pour essayer de mettre les panneaux. Je regarde, la Racing a fait la demande de Beaumont, Blasière. Voilà. C'est bon pour vous? Panneaux et autre chose si vous avez autre chose. Ça ne s'arrête pas au panneau. Des contre, des abstentions. Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 9, la modification de la délibération en date du 24 septembre portant la révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions du RICEF. Vous avez entendu parler, on en a parlé plusieurs fois de ça. Olivier, peut-être tu veux nous en toucher deux mots. Ou Philippe, pardon. Philippe. Donc là, il s'agit d'appliquer la parité avec la fonction publique d'État qui, depuis le 1er septembre 2024, ont modifié les règles de maintien de l'IFSE pendant les périodes de congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée. Et donc, par principe de parité, on ne peut pas maintenir un régime indemnitaire plus favorable que celui de l'État. Donc, on propose de modifier ces règles-là pour les cas de maladie de longue durée, conformément à la délibération et conformément à l'État. Est-ce que vous avez des questions sur cette modif? On a vu ça aussi avec le CIS, hein, la même. Et ça a été vu avec le CTG, c'est ce qu'on appelle? Non, pas CTG. Le conseil CST, pardon. Pareil. Pas de questions là-dessus? On a abordé ça aussi en plénière, on l'a bien détaillé, je pense. Des contre, des abstentions, merci. Exposé numéro 10, la convention relative à l'adhésion à la mission d'accompagnement RGPD des documents de conseil. Ça, c'est avec le centre de gestion pour la donnée, pour la protection des données. C'est ça, non? Et c'est un cadre général, la protection des données. Bon, c'est pas gratis. Un montant annuel de 300 € à compter du 1er janvier 2025. Et donc une convention de protection des données avec le CDG sera signée prochainement, si vous en êtes d'accord. Pas de remarques là-dessus? Des contre, des abstentions. Je vous remercie. Exposé numéro 11, l'externalisation de l'aire d'accueil des gens du voyage, avec une convention de coopération transitoire entre la communauté de communes et le syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage en la région Occitanie, qui s'appelle Manéon. Voilà, c'est pareil, on a abordé ça en plénière. Vous savez que par rapport aux incidents qu'on a vécu là, ce fin d'été, début d'automne, par rapport au comportement de certains, donc on a pensé qu'on pourrait externaliser cette ère du voyage qui nous libérerait aussi du temps de nos agents techniques et qui, je pense, seront rassurés si on prend cette délib par rapport à leur présence 3 fois par semaine à 2 personnes. Toujours un peu à regarder bien en face ce qui se passe. Donc je pense que là-dessus, moi je me dis c'est un mal nécessaire Alors bon, notre responsabilité entière restera quand même. Hein. Mais le fonctionnement journalier sur l'ère du voyage sera peut-être amélioré puisque ces gens-là ont l'habitude. Ils sont déjà à Lomagne gersoise et à l'île Jourdain. Donc on les a rencontrés, ils sont d'accord, mais bon, c'est pas gratuit. C'est estimé aujourd'hui à 62 000 € à l'an. Donc on a mis une date un peu décalée au cas où il faudrait
le résilier ou un truc comme ça, plutôt que de partir sur l'année civile, on partirait du 1er février ou du 3 février, au 31 janvier, pour ne pas se trouver en carafe au moment des fêtes. Parce que si vous le prenez au 31 décembre, voilà, pour qu'il y ait cette prolongation, cette continuité, au moins un mois, si on devait changer quelque chose. Ce qu'on vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'il y a des questions? On en avait parlé l'autre jour, quand on a bien débattu là-dessus. Tout le monde sait où est l'air du gens du voyage? C'est route des Hauzes. On peut, si vous voulez aller les voir, ces messieurs, dames, vous pouvez. Au demeurant, ils sont très gentils. Quand on va les voir. Si, on est allé avec Olivier 2 ou 3 fois, là, dernièrement. On discute. Tout n'est pas parfait, mais on discute quand même. L'important, c'est de pouvoir discuter. Qu'ils ne lâchent pas les chiens. Mais les chiens, c'est des sétères, ils sont pas méchants. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 12. Modification des tarifs de la convention et du règlement intérieur de l'espace coworking Le Silo. Là, c'est pareil, vous savez que quand on a ouvert le Silo l'année dernière, on ne savait pas trop où on allait, comment on mettait les salles et tout ça. On s'est aperçu au fur et à mesure de l'utilisation de ces locaux qu'il y avait une demande particulière sur des salles de réunion assez conséquentes, dont on en avait une, mais on en a rajouté une par modification un peu de ce qui avait été disposé. On a pris des tables et des chaises d'ailleurs pour les mettre dans une autre salle. Donc tout ça, c'est Clémence qui s'en est occupé. Et on vous propose de changer 2 tarifs par rapport à ces salles de réunion, où il y a une salle de réunion pour 8 personnes. La demi-journée, elle passerait à 25 € et la journée à 45. Et la petite salle de réunion à 2 personnes, une demi-journée à 15 € et la journée à 25 €. Voilà les modifications à la marge qu'on vous propose. On s'aperçoit, au fur et à mesure de la vie de ce coworking, que, on l'avait dit, qu'on s'adapterait. Il faut s'adapter, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc on a une convention aussi à faire avec les partenaires qui demandent ces salles-là, qui sont très utilisées. Donc je vous demande d'appliquer dans ce nouveau règlement intérieur, de l'adopter, et les nouveaux tarifs pour ces 2 salles. Donc le reste reste inchangé. Des questions? C'est bon? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 13, la modification de l'intérêt communautaire entre l'action sociale de la... Non, modification de l'intérêt communautaire de l'action sociale de la CCT. Olivier, peut-être tu peux... Oui, en fait, on a une loi qui est venue modifier et créer le service public de la petite enfance. Donc on est compétent en matière de petite enfance, donc on est venu se coller à ce que prévoyait la loi. Donc c'est ce que vous avez en vert. Et après, ce qu'il y a en jaune, c'est on a toiletté des choses qui soit avaient changé de nom. Le relais petite enfance, c'était anciennement le RAM. Les accueils, je ne sais plus comment c'était libellé, mais c'était pas tout à fait comme ça. On avait l'accompagnement des jeunes jusqu'à 17 ans, mais en fait, avec le référent jeune, et uniquement pour cette prestation, on fait du 16-25, donc on l'a aussi spécifié. Et après, on a rajouté pour le soin infirmier à domicile, l'ESA, l'équipe spécialisée des animeurs, et le centre de ressources territoriales. Voilà. Donc, on vous propose de modifier l'intérêt communautaire à la majorité des 2 tiers sur une compétence petite enfance que l'on fait déjà. Vraiment, le changement qu'il y aurait, c'est l'établissement d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil de jeunes enfants qu'aujourd'hui on ne formalise pas et qu'il faudra qu'on formalise. Voilà, et de confier ces compétences au CIS. Des remarques là-dessus? Pas de remarques, pas de questions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 14. Je regarde Justine. Enfin, Justine? Ah, pardon. Si, une décision modificative. Numéro 2, du budget principal de la CCT. Oui, vous m'entendez? Alors, cette décision a beaucoup bougé. Vous l'avez encore vu, un changement cet après-midi, tout simplement parce qu'on essaye de régulariser. Vous avez eu l'intervention à la dernière
À la dernière commission finance de Madame Babou du Trésor public et de Monsieur Guidon, on est en train d'essayer de cleaner au niveau de notre inventaire, au niveau de nos amortissements, au niveau de pas mal de choses, notre comptabilité. Et donc, ça m'oblige à passer pas mal de mouvements et ça m'oblige à vous envoyer un nombre de DM innommable. Je m'en excuse. Sinon, pour ce qui est de l'ordre de ma DM à proprement parler, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va chercher de notre section d'investissement, on en renvoie en fonctionnement parce qu'on a eu des besoins supplémentaires. Donc, notamment au niveau du crédit bail immobilier, où on a eu besoin de 2 600 €, l'entretien réparation voirie 8 000. Également au niveau de l'assurance obligatoire dommage ouvrage de Salvandi, puisqu'en fait, on avait prévu de payer sur 2 ans et en fait, la facture a été à régler en 2024. Donc, vous n'en aurez pas en 2025. On a eu également au niveau des transports collectifs des factures de 2023 qui nous sont arrivées cette année, ce qui a généré une charge que nous n'avions pas prévue. Et enfin, au 012, on a aussi eu besoin d'une petite rallonge au niveau de l'assurance du personnel qui a augmenté. Vous voyez également une opération d'ordre de transfert entre sections. Donc c'est ce que je vous expliquais. C'est nos amortissements qui sont en train de se régulariser. Vous avez les 67 564 en dépenses de fonctionnement que vous retrouvez en recettes d'investissement. Donc le besoin réel à récupérer en recettes d'investissement, il est de 40 000 qu'on récupère sur des terrains aménagés autres de voirie que nous n'avons pas réalisés. Voilà, tout ça nous permet de passer toutes nos écritures de fin d'année qu'on a clôturées aujourd'hui. Pardon, des commentaires sur ce chiffre? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Justine, je vous laisse la même pour le numéro 15. Alors, c'est la première décision modificative du budget annexe des C2E. On est venu rembourser aux services communs le fait qu'un de leurs agents ait travaillé pour la valorisation des C2E à hauteur de 17%. Donc, ça a généré 5 000 € et on en a profité pour régulariser quelques dépenses également et faire glisser. Commentaires sur ces chiffres aussi? Pas de commentaires. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous sommes au bout de notre séance publique, donc je vous remercie de votre participation. Je remercie la presse d'être présente ce soir. Je remercie, pardon, il a une question. Après, oui. J'ai clôturé là. Hein. Non, c'est juste. C'est bon? Oui, c'est bon. Attends, je finis alors. Oui, okay. Merci à la presse. Merci au public aussi. Non, Michel, il faut que ce soit moi qui le dise après. Bon, mais si, tu vas te donner le micro. Xavier, mais c'est hors réunion. Ça n'a rien à voir. Nous avons un départ de